des raisons d'espérer. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. En 1940, les réseaux de renseignement se mettaient sur pied. L'un des tout premiers est le réseau Alliance, créé par le commandant Loustono Laco. Il sera déporté à Mauthausen. Son chef militaire, le commandant Faye, Aigle, les agents du réseau portaient des noms d'animaux, mourra au camp de Sonnenburg. Marie-Madeleine Fourcade, Hérisson, reprendra le flambeau. Elle sera la seule femme ayant dirigé un réseau dont 432 membres sont inscrits au martyrologe de la Résistance. Le colonel Fourcault crée le réseau Brutus Boyer. Les 4 photos représentant le colonel sont un bon exemple des changements d'aspect auxquels les résistants étaient contraints. Le colonel Rémy crée le réseau Confrérie Notre-Dame. Il fait sienne ses belles paroles. Les meilleurs meurent en prison ou sont abattus par les balles. Par les vagues, les meilleurs se donnent en mourant. Le capitaine de corvette Honoré d'Estienne d'Or va débarquer en France venant de Londres la veille de Noël 1940. Il prit des contacts à Paris pour y structurer un réseau de renseignement. Mais il est trahi par son radio et arrêté par la Gestapo. La veille de son exécution, d'Estienne d'Or écrivit une lettre dont voici un extrait. « Maintenant je vais dormir un peu. Demain nous aurons la messe. Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix dans la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à tous que je meurs pour elle, pour sa liberté entière et que j'espère que mon sacrifice lui servira. Je vous embrasse tous avec mon infinie tendresse. » Il est fusillé au Mont-Valérien le 29 août 1941. Si les réseaux avaient une activité à caractère militaire, les mouvements étaient d'aspiration plus politique et formés souvent autour d'un journal clandestin. Combat de Pierre Freinet, de François de Menton et de l'héroïne de la résistance Bertie Albrecht, morte à Fresnes le 31 mai 1943. Libération d'Emmanuel Dastier et de Raymond et de Lucie Aubrac. Franc-tireur de Jean-Pierre Lévy. Il y avait aussi d'autres mouvements. FTP, francs-tireurs et partisans. Les corps francs du mouvement de libération nationale, ceux de la résistance, de Lecomte-Boinet et de Jean de Vaugué, l'organisation civile et militaire et d'autres organismes qui sont venus former les forces françaises de l'intérieur. Les résistants menèrent une vie extraordinairement dangereuse au fur et à mesure que les réseaux et les mouvements prirent de l'importance et que la répression, par voie de conséquence, se renforça. En 1940, Jean Moulin était préfet de Chartres. Mis en disponibilité par le gouvernement de Vichy, il noua des contacts avec les premiers mouvements. Sous les pseudonymes de Kerr, Rex ou Max, il entra en relation avec la résistance avant de rejoindre Londres. Parachuté en Provence le 1er janvier 1942, il persuada les dirigeants des différents mouvements de former une armée secrète, puis de constituer les mouvements unis de la résistance. Reconnaissant l'efficacité de Moulin, le général de Gaulle le nomma délégué général en France du Comité national. Avec l'aide de Pierre Brossolette, qui, arrêté par la Gestapo en 1944, se tuera pour éviter de parler sous la torture, Moulin fit admettre l'autorité du général de Gaulle et présida le Conseil national de la résistance créé à Paris en mai 1943. De Gaulle. Des mouvements et des réseaux avec Londres conditionnaient la survie de la résistance. Ici, Londres. Voici notre 8e bulletin d'information au cours duquel vous entendrez quelques messages personnels. Les lions sont terribles. Mais il ne s'agissait pas seulement de liaison radio. La résistance avait besoin d'armes, de munitions, d'argent. Les Anglais accomplirent des prouesses d'organisation dans leur soutien logistique. Fusils, pistolets mitrailleurs, revolvers, grenades, postes émetteurs, explosifs, sans oublier corned beef, cigarettes et chocolat, étaient conditionnés
et parachutés sur l'ensemble du territoire. En échange, la résistance envoyait des renseignements à Londres. Emplacement des rampes de lancement de V1, mouvement de troupes, construction de points d'appui, de blocos. Emplacement et mouvement de sous-marins, ce qui coûta la vie, entre autres, à Philippe Königswerther et à 21 agents de l'Alliance, dont Léonce Vieljeu, maire de La Rochelle. L'aviation alliée était ainsi en mesure d'effectuer des bombardements sur des objectifs précis. Nœuds ferroviaires, usines d'armement, ports, postes de commandement. Accepter que la police allemande pénètre en zone dite libre pour y rechercher les postes émetteurs. Pour éviter de tomber entre les griffes de la Gestapo, les agents de transmission devaient changer constamment la fréquence et leur lieu d'émission et écourter leur message. Mais ces précautions ne suffisaient pas face aux moyens sans cesse renforcés de la Gestapo. Des centaines de radios furent arrêtées en plein travail. Leur sort était tragique, séances de torture, déportation, exécution. L'arrestation de Jean Moulin dans la maison du docteur Dugoujon à Caluire le 21 juin 1943 est entourée d'un certain mystère. Trahison, imprudence, habilité de la Gestapo, la question reste posée. Jean Moulin meurt en gare de Metz le 8 juillet 1943, emportant dans sa tombe les secrets de la résistance. L'arrestation du général de Lestrin, chef de l'armée secrète, survenue en juin 1943, finit de décapiter la résistance. Mais la résistance n'est pas morte. L'instauration du service du travail obligatoire draine vers le maquis des milliers de jeunes réfractaires qui y rejoignent des chefs prêts à l'action, dont beaucoup sont issus de l'ORA, organisation de la résistance de l'armée, animée par le général Frère. Le lieutenant Tom Morel, héros des Glières. Jean Prévost, un des chefs du maquis du Vercors. Impossible de les nommer tous. Et voici le COMAC, Comité militaire d'action du Conseil national de la résistance. Dépendent de lui les forces françaises de l'intérieur qui comptent, en août 1944, environ 250 000 hommes. Ces hommes mènent à travers la France une guerre véritable sous les ordres de chefs remarquables comme Scamaroni en Corse, Rol-Tanguy à Paris, Ravanel à Toulouse, pour n'en citer que quelques-uns. Les missions militaires qu'elles reçoivent du COMAC lors de la libération donnent une bonne image des activités réellement menées. Attaquez l'envahisseur où vous le trouverez, harcelez ses troupes, tendez des embuscades à ses convois, faites dérailler ses trains, faites couler ses péniches, armez-vous à ses dépens, exterminez les traîtres, frappez, frappez, frappez par tous les moyens les bourreaux de notre peuple. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Dans certaines zones, l'action des FFI lors de la libération fut déterminante. Pendant le débarquement allié et la bataille de Mortain-Falaise, les FFI ont exercé une action retardatrice contre les réserves ennemies qui se dirigeaient vers la Normandie. En Bretagne, les FFI libérèrent de nombreuses villes et paralysèrent les mouvements adverses. Pendant l'avance des Alliés vers la Seine, ils effectuèrent de nombreuses destructions sur des voies ferrées et des routes secondaires. L'aide apportée par les FFI aux forces alliées débarquées dans le sud de la France, à Marseille, sur la route Napoléon, à Lyon notamment, a été unanimement reconnue. Dans le Vercors, des véritables combats se sont déroulés entre les FFI et les forces d'occupation. Dans le Morvan, en Haute-Savoie, en Corrèze, en Dordogne, en Haute-Vienne, en Haute-Garonne, dans le Cantal, les FFI participèrent grandement à la libération du pays.